Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je partage avec vous ma conversation avec Abigail. Abigail a commencé les études de médecine pour devenir pédopsychiatre, puis s'est longtemps posé la question de la réanimation ou de la médecine interne. Elle a finalement choisi la médecine générale parce qu'en termes de temps libre, toutes les spécialités ne se valent pas, et Abigail avait, et a toujours, d'autres projets en plus de la médecine. Et puis, elle a découvert les urgences et a trouvé, avec cette spécialité, un équilibre. Avec Abigail, nous avons parlé des exemples qu'on ne souhaite pas suivre, du besoin vital de faire autre chose, d'être différente, des choix que l'on fait et des multiples centres d'intérêt qui font partie de nos vies. Dans l'épisode, Abigail évoque son projet musical, Les Soignantes, et depuis la date de l'enregistrement, ce projet grandit, et je vous invite à jeter un œil et une oreille à son travail. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie d'Abigail. Bonjour Abigail, bienvenue à La Consulte. Bonjour Anne-Lise, merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. Pour commencer, comme avec tous mes invités, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, alors je m'appelle Abigail, j'ai 42 ans, je suis médecin urgentiste depuis pas mal d'années maintenant, c'est ma spécialité. J'ai d'abord été chef de clinique puis praticien hospitalier à l'hôpital Bichat, donc un hôpital de la PHP à Paris. Et depuis quelques années, j'exerce encore les urgences à temps plein dans un hôpital privé à but non lucratif en banlieue parisienne, un hôpital qui s'appelle l'hôpital Saint-Camille. Et voilà. Et puis j'ai d'autres activités à côté qui me prennent énormément de temps et que je fais aussi de façon professionnelle. Et la première, c'est que je suis musicienne, chanteuse, et que je participe à plein de projets musicaux. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque il y en a un qui s'appelle Les Soignantes. Donc voilà. Intéressant. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler, mais je crois qu'on a oui. beaucoup de choses à se dire. C'est clair. Tu voulais faire quoi, toi, quand tu étais petite ? Alors, très tôt, j'ai voulu être psychiatre. En fait, à la base, je voulais être pédopsychiatre. C'était mon rêve de gosse parce que, alors c'est complètement lié à mon histoire familiale, parce que quand j'avais 10 ans, ma famille est devenue famille d'accueil. Et donc moi, j'avais trois petits frères. Et tout à coup, à partir de l'âge de 10 ans, il y a des enfants qui sont arrivés chez moi en famille d'accueil, qui sont devenus un peu comme des frères et sœurs pour moi, qui avaient des situations familiales extrêmement compliquées. Et mon rêve, c'était d'être pédopsychiatre et de m'occuper des gamins de la DAS, en fait, les gamins avec qui j'ai grandi, en fait. Et donc, j'étais vraiment passionnée par ça, vraiment ado. Je lisais plein de bouquins de psychiatrie, j'étais folle de psychanalyse, de psychologie. Alors, j'étais vraiment fan de Dolto, de Bettelheim, de Freud et tout ça. Et c'était vraiment ça. Moi, je me suis engagée en médecine pour être pédopsychiatre. Et puis, parallèlement, j'ai fait un cursus de musique-études depuis toute petite, depuis l'âge de 5-6 ans, j'étais au conservatoire. Et donc, il y a eu un moment où je voulais être pianiste parce que j'ai fait beaucoup de piano. Et l'autre rêve de gosse que j'avais, c'était d'être écrivain. Et ça, j'ai toujours pas renoncé, c'est encore en cours. Donc, j'ai toujours eu plein de passions. Mais à la base, le métier que je voulais faire, c'était pédopsychiatre. Et puis après, la vie m'a fait, et les études de médecine, m'ont fait un peu dévier parce que ça m'a fait découvrir plein d'autres choses. Et puis du coup, je suis sortie de route un petit peu. Mais à la base, c'était ça, voilà. Donc, tu t'inscris en médecine pour devenir pédopsychiatre à 18 ans après le lycée. Ouais. Est-ce que tu t'es posé la question à ce moment-là de poursuivre de manière professionnelle dans le monde de la musique ? Alors non, en fait, justement, j'étais à un stade de dégoût total et de rejet total de la musique parce qu'en fait, j'étais dans un cursus extrêmement sérieux. Donc j'étais en musique-études, un peu l'équivalent de sport-études, mais pour les gens qui sont au conservatoire. Mais c'était très très corseté, quoi. Donc je faisais du piano, de l'alto, du solfège, du déchiffrage, de la chorale classique, de l'orchestre, et j'en étais positivement dégoûtée, en fait. Enfin voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais on va dire que le conservatoire, enfin j'ai découvert ce que c'était l'improvisation, la création et tout, mais des années plus tard. Et c'est pas le conservatoire qui m'a donné ça. Justement, j'avais l'impression que ma créativité était complètement étouffée et que c'était juste une espèce de discipline martiale. Et donc non, quand je suis entrée en médecine, déjà je me suis dit que ce serait très très compliqué de gérer le concours de première année en plus de ce qu'on exigeait de moi en piano et en alto.
Donc non, non, j'ai tout arrêté à 18 ans, j'ai tout lâché et je me suis dit, je fais médecine et je fonce tête baissée là-dedans parce que je savais que ce serait compliqué, chronophage et que probablement ce serait quand même compliqué de faire les deux à la fois. Donc ça correspondait vraiment à un moment où non, j'avais plus envie de faire de musique du tout. Donc tu te lances dans les études de médecine, tu réussis ta première année Mmh. et comment ça se passe ensuite, la découverte des différentes, matières, des différentes spécialités, les stages? Comment tu abandonnes, ton objectif, de devenir pédopsychiatre? Alors il y a eu 2 mouvements un petit peu. Il y a eu, le premier, c'est la découverte de la médecine somatique et ça a vraiment été, un choc pour moi parce que, moi je m'étais toujours, vue comme quelqu'un, je m'étais dit que j'étais, pas manuelle, donc la chirurgie par exemple, c'était pas pour moi. J'étais un petit peu, douillette, facilement impressionnable, tout ça, donc je m'étais dit: «C'est impossible pour moi, de faire de la médecine somatique» et mon premier stage de médecine en P2, c'était un stage de maladies infectieuses et tropicales et ce stage m'a vraiment, bouleversée. En fait, moi j'ai fait mes études à la Pitié-Salpêtrière et donc il y avait encore beaucoup de patients qui étaient atteints de VIH, avec, heu, avec beaucoup de complications et cetera et j'ai vraiment découvert la médecine somatique à ce moment-là et ça a vraiment été un choc et je me suis dit alors comme en plus en P2, en fait, on n'y connaît rien en médecine, donc on sert absolument à rien. Et donc la seule chose que je pouvais faire, je l'ai raconté un petit peu parce que on en reparlera peut-être, mais je tiens une petite chronique sur Instagram où je parle justement de mes expériences d'étudiante puis de médecin. La seule chose que je pouvais faire, en fait, c'était m'asseoir à côté des patients et puis discuter avec eux, quoi. Et du coup, ça a été une expérience très très intense. Et je me suis dit, à l'issue de ce premier stage, que finalement, en faisant de la médecine somatique, quelle que soit la spécialité, hein, j'étais pas fixée sur les maladies infectieuses, ben peut-être que je pouvais à la fois soigner les corps et soigner les âmes si j'avais disons ce goût pour la psychiatrie. Et petit à petit, je me suis dit peut-être qu'il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là. Et le deuxième mouvement, ça a été une sorte de dégoût en fait et de déception. Alors peut-être que justement parce que j'en attendais trop, mais la première fois que j'ai fait un stage en psychiatrie, justement, c'était en pédopsychiatrie, toujours à la Pitié-Salpêtrière. Et ça n'a pas du tout correspondu à ce que j'attendais. J'ai vu des enfants et des adolescents hospitalisés pendant des mois. J'avais l'impression qu'ils étaient un peu abandonnés à leur sort, qui se passait pas grand-chose. Le monde de la psychiatrie, c'est un monde quand même extrêmement rude et puis un peu maltraitant quoi envers les patients, que ce soit sur le plan médicamenteux, sur le plan de l'enfermement, etc. Et en fait, je me suis dit ah ouais c'est ça en fait et vraiment il y a eu vraiment une déception. Alors c'est à nuancer hein, tout ça. Hein. Bien sûr, je dis pas que c'est un monde atroce et que la psychiatrie ne sert à rien et voilà, c'est pas ça. Mais en tout cas, ouais, ça a été vraiment un grand choc là cette fois-ci négatif pour moi. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des stages, j'ai fait beaucoup de stages en réanimation, en médecine interne et tout ça. Par contre, j'étais vraiment fascinée par surtout par exemple par la réanimation et la médecine interne en particulier parce que je trouvais qu'il fallait maîtriser une telle somme de connaissances sur le plan de la physiologie, sur le plan de l'anatomie, de la pharmacologie, de tout ça. Je trouvais que c'était des spécialités intellectuellement galvanisante. Et moi, c'est quelque chose qui me parle, quoi. J'ai vraiment besoin de ça. En fait, j'ai besoin que ma curiosité intellectuelle soit nourrie. J'ai besoin de réfléchir, tout ça. Et là, j'ai vraiment trouvé une sorte de terrain de jeu. Je me suis dit, ça, c'est vraiment passionnant, quoi. Et du coup, petit à petit, j'ai un peu dévié. Et au moment de l'internat, le choix qui s'est posé, c'était vraiment ces deux spécialités-là, réanimation et médecine interne. Mais il se trouve que à partir de la D2, j'ai repris la musique parce que j'ai rencontré mon ex-compagne maintenant, mais qui est toujours d'ailleurs musicienne, prof de chant, et on a commencé à faire de la musique ensemble. Et là, c'est tout un nouvel univers qui s'est ouvert à moi. C'était plus du tout de la musique classique. J'ai commencé à faire à chanter du jazz, du gospel, de la soul, etc., à faire des concerts, à participer à plein de projets. Et donc en D4, j'en étais là. C'est-à-dire, je faisais beaucoup, beaucoup de musique. J'étais toujours passionnée par la médecine, mais je me suis dit, si je veux vivre mes passions
la réanimation et la médecine interne, ça sera pas possible parce que ça me laissera aucune marge de manœuvre pour avoir une vie à côté. Et ça, personne nous l'explique, hein, parce que on a toujours tendance à se dire que toutes les spécialités se valent, mais en fait, non, en termes de qualité de vie et de temps, etc., de temps libre, c'est pas du tout la même chose. Donc en D4, j'ai passé le concours de l'internat, j'ai été classée, j'avais toutes les spécialités qui s'ouvraient à moi, et j'ai eu une micro-hésitation, et finalement, je me suis dit, je vais prendre médecine générale à Paris, parce que je suis bien classée en plus pour faire médecine générale à Paris, j'étais dans les premières à pouvoir le choisir, donc je me suis dit, je vais avoir des stages super, et la médecine générale, ça me permettra de réfléchir à ce que je veux faire après, et surtout d'avoir une liberté d'exercice qui me permettra de mener à bien les autres projets que j'ai et de vivre toutes les autres passions que j'ai à côté. Et pendant ton externat, t'avais interrogé tes internes, tes chefs sur leur vie en dehors de l'hôpital. Ça t'est venu comment cette réflexion sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et le fait de te rendre compte que toutes les spécialités ne se valaient pas? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, moi, j'étais dans une faculté de médecine assez particulière, qui est la Pitié-Salpêtrière, qui est très, très élitiste. Et petit à petit, je me suis rendu compte que la plupart... alors déjà, la médecine générale était extrêmement dévalorisée. C'était vraiment un choix par défaut. On n'arrêtait pas de nous dire si vous ratez le concours et que vous finissez généraliste, etc. Donc, il y avait déjà... C'était déjà extrêmement dur, on va dire, de pouvoir rien que s'imaginer faire médecine générale. Et moi, j'ai vraiment fait des études où je n'ai vu, j'ai fait quasiment tous mes stages à la Pitié, et je n'ai vu que des gens qui se donnaient corps et âme à la médecine, qui avaient très peu de vie à l'extérieur, qui étaient pour la plupart des gens extrêmement brillants, très impressionnants, mais dont la vie ne me faisait pas rêver du tout. C'était vraiment, ils passaient 80 heures par semaine à l'hôpital. J'avais pas l'impression qu'ils avaient une vie à l'extérieur. Et moi, j'ai pas l'impression que ça a été quelque chose de conscient parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été passionnée par mille choses. Donc c'était un besoin vital pour moi de ménager de la place pour faire autre chose que de la médecine. Mais c'était quelque chose qui était qui est toujours quelque part. On pourra, je pense, en reparler. C'est pas quelque chose qui est forcément bien perçu par les collègues, par le reste du corps médical, par même à l'époque mes professeurs ou mes maîtres de stage, etc. On passe très très vite pour quelqu'un de pas sérieux, pour une dilettante, etc. Donc ça a été quand même une sorte de combat. Et il fallait quand même assumer ce choix, quoi, de dire non, non, moi je n'ai pas envie de tout donner, j'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie de faire autre chose, mais ça fait pas de moi une mauvaise externe, puis une mauvaise interne, puis un mauvais médecin. Donc non, j'ai eu des exemples plutôt négatifs. Je voyais, je sais pas moi, mon chef de service de réanimation revenir faire la visite le jour de Noël avec ses enfants qui attendaient dans le bureau, alors qu'il y avait aucune nécessité en fait qu'il soit là. On pouvait tout à fait se débrouiller sans lui. Je voyais, je sais pas, le chef de service de médecine interne qui dormait dans sa voiture. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment des trucs qui m'ont halluciné, et je me suis vraiment dit non, non, c'est pas pour moi, quoi. Ça me faisait très très peur de finir comme eux. Enfin, je sais pas si finir, c'est un peu, c'est horrible ce que je dis, parce que peut-être que eux, c'est leur façon, enfin voilà, c'est leur façon d'exercer leur art, quoi. Et peut-être que eux, ils ne voient pas la vie autrement, et probablement, hein, de toute façon, c'est des gens qui sont passionnés, mais peut-être de façon plus monomaniaque que moi. Mais en tout cas, moi, très très vite, je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est sûr que c'est pas pour moi. Et mais c'est très facile en fait de rentrer dans ce moule. On se laisse porter par un peu l'instinct de compétition. C'était très très à la Pitié, c'était vraiment comme ça, quoi. Fallait être le meilleur, fallait être celui qui restait le plus tard, qui enchaînait le plus de gardes, etc. Mais non, moi j'ai quand même eu une sorte d'instinct de survie en me disant il faut pas que je m'engage dans cette voie-là, quoi. Je vais être malheureuse. C'est ce que je me suis dit. T'as construit ta représentation par opposition finalement au modèle que t'avais, mais Ouais. t'étais heureuse pendant tes études? C'est une bonne question. C'est une question qui me prend un peu de court en vrai. C'est vraiment une bonne question, parce que je sais pas si
je sais pas si je me la suis même posée en fait pendant les études. Je pense il y a eu beaucoup de, j'ai été très heureuse pendant mes études, mais finalement par tout ce que j'ai fait à côté. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal souffert. Mais je pense comme beaucoup d'étudiants, j'ai souffert de la violence en fait. Je trouve de la confrontation à la mort, à la maladie, à, aux patients, au manque de sommeil, aux gardes, à tout ça, à la violence aussi. Hein, je trouve de certains chefs, de certains stages. Donc non, j'ai globalement trouvé ces études ouais, assez violente. Mais par contre, la vie à l'extérieur m'a toujours équilibrée. Donc la musique, les rencontres, les voyages. J'ai fait des stages à l'étranger, même en médecine. Je ne sais plus si c'était en D2 ou en D3, je sais, en D2. En D2, je suis partie 3 mois en Inde faire un stage de neurochirurgie et de neuroanesthésie. Donc c'était des respirations, ça en fait. Hein. C'était des bouffées d'air pour quitter un peu cette ambiance de la PHP. La PHP, c'est quand même un univers qui est très très particulier. Hein. Tous les hôpitaux ont l'impression qu'ils sont le centre du monde, qu'ils sont, enfin, notamment la Pitié, j'y reviens parce que forcément, j'y ai passé 6 ans, donc je pense que j'ai quand même mon mot à dire sur sur cet hôpital. Mais vraiment, c'est un endroit où on a l'impression c'est l'alpha et l'oméga de la médecine, quoi. Tout le monde se prend pour le centre du monde, tout le monde pense être le meilleur. C'est vraiment une ambiance extrêmement particulière. Et, euh, et voilà, c'est le côté universitaire, recherche, etc., c'est stimulant intellectuellement, mais je pense que ça peut être destructeur pour l'équilibre global, quoi. Donc oui, j'étais heureuse, mais j'ai trouvé ces études quand même extrêmement difficiles, et j'ai trouvé que c'était aussi difficile d'être différente, parce que moi j'avais l'impression d'être un peu euh, pas ostracisée, mais j'avais du mal à rentrer dans ce moule en fait, dans ce moule de voilà où il faut juste foncer tête baissée, il faut absolument arriver premier. Et puis il y a un autre aspect qui est un peu dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi le côté un peu transfuge de classe. Et moi, j'étais avec des gens qui sortaient tous d'Henri IV, de Louis le Grand, qui étaient quand même, allez, on va le dire, il y avait quand même une majorité de Bourges. Et moi, j'ai l'impression que j'étais un peu une des seules qui venait de l'autre côté du périph', tu vois. Et même si je viens pas d'un milieu défavorisé, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que je suis pas une Bourge de Saint-Germain-des-Prés. Et ça aussi, ça a été quand même une sorte de violence, quoi, de se faire un peu, c'était un peu l'élément exotique. Enfin, moi, je l'ai quand même ressenti, quoi. Il y avait très très peu de mixité sociale. C'était ça aussi, c'est quand même quelque chose qui peut être mal vécu, quoi. Donc ouais, j'ai été heureuse, mais j'ai trouvé ces études quand même très difficiles. Et on arrive au moment où tu choisis de faire de la médecine générale à Paris. Mm. Est-ce que pendant l'internat, tu te sens un peu plus à ta place? Comment ça se passe cet internat de médecine générale pour toi? Alors, déjà, ce qui est quand même assez drôle quand j'y repense, c'est que j'ai choisi médecine générale sans savoir rien de la médecine générale. C'est-à-dire, je me suis juste dit, ça va être le choix qui va me permettre justement d'avoir le plus de choix possible après pour construire ma vie. Mais pendant mon externat, j'avais jamais fait un stage de médecine générale. Je sais que maintenant c'est obligatoire, mais à mon époque ça l'était pas. Donc je me suis engouffrée de là dans cet internat sans vraiment savoir où j'allais. Et mes premiers stages ont quand même fortement ressemblé à mon externat, parce que j'ai commencé par de la médecine interne à l'hôpital Foch à Suresnes, qui n'était pas un hôpital, c'est pas un CHU, mais ça y ressemble quand même fortement. Donc au départ, ça a été vraiment la même ambiance, c'est-à-dire on travaille 80 heures par semaine, on enchaîne 20 jours, 20 jours consécutifs à l'hôpital. Il n'y avait pas vraiment de repos compensateur, donc le premier semestre, ça ressemble très très fortement à ce que j'ai toujours connu, donc je vois pas trop de différence. Et puis c'est pas de la médecine générale, ça reste de la médecine interne, assez spécialisée, etc. Donc voilà. Et ça commence, disons que je commence quand même à dessiner un peu plus mon avenir en découvrant les gardes aux urgences, parce que pareil, chose étonnante, alors que je suis urgentiste aujourd'hui, je n'avais jamais fait une garde aux urgences pendant mon externat, parce qu'on pouvait choisir entre les urgences, la réa et tout ça. Et donc moi, j'étais toujours passée en réanimation et j'avais jamais mis les pieds aux urgences pendant mon externat. Donc je découvre les gardes aux urgences. J'adore.
Je sais pas si c'est le travail de nuit, le rythme de travail, le côté vraiment confrontation directe, le fait de devoir trouver des solutions tout de suite. Je sais pas, il y a quelque chose qui me parle là-dedans et je sais pas trop l'expliquer. Donc en deuxième semestre, je fais un stage, un semestre d'urgence et là, je sais pas si j'arrive à le formaliser de façon extrêmement claire, mais je me dis, je crois que j'ai envie de faire ça. J'aime bien. Je trouve que j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Peut-être je pense qu'on choisit pas, évidemment, on choisit pas sa spécialité par hasard. Et il y a aussi une question de caractère. Et je pense que les urgentistes ont un profil assez particulier. Et je sens qu'il y a quelque chose là-dedans qui est fait pour moi. Et donc petit à petit, je commence par un stage d'urgence à l'hôpital Foch à nouveau, qui est un service pas très grand. Et puis ensuite, je vais faire un stage, un semestre à l'hôpital Bichat, qui est un hôpital, c'est l'hôpital ensuite où je serai chef de clinique. Et là, franchement, j'ai une révélation. Vraiment, je me dis, c'est extraordinaire, j'ai envie de faire ça. Je voyais pas le temps passer, faire des gardes de 24 heures, je trouvais ça génial. Vraiment, et puis c'était un hôpital qui était dans une zone, qui est toujours d'ailleurs, qui se trouve porte de Saint-Ouen, vraiment dans un quartier extrêmement difficile. Donc c'est un peu de la médecine en terrain de guerre, quoi. C'est un peu le ghetto, tout ça. Et je sais pas, là, je me dis, je suis à ma place et j'ai envie de faire ça. Et à un moment, je me suis même dit que je voulais faire un peu de médecine, enfin, je sais pas si c'était sous forme de DU ou pas, mais de la médecine de la précarité pour m'occuper des patients SDF et tout ça. Et je trouve ma voie comme ça. Et ensuite, je poursuis mon internat dans l'idée d'être urgentiste, puisque quand je passe en semestre à Bichat, on me dit on va bientôt créer des postes de chef de clinique en médecine d'urgence qui n'existaient pas avant. Et on me propose à la fin de mon internat de retourner à Bichat et d'être chef de clinique et donc une des premières chefs de clinique aux urgences parce que ça n'existait pas avant, c'était pas une spécialité. Donc je m'inscris en desk de médecine d'urgence et puis à partir de là, je fais des stages de SAMU, de réanimation, d'urgence pédiatrique, un stage de médecine générale qui ne me convainc pas de faire de la médecine générale. Je trouvais ça pas mal, mais c'était pas pour moi. Et puis ensuite, là, je suis vraiment focalisée sur ça. Je me dis, je vais faire urgentiste. Et puis après, j'ai pas dévié. Même aujourd'hui, je trouve ça toujours aussi cool. Le côté hospitalo-universitaire, c'était absolument pas une volonté forte de ta part d'emblée. C'est l'opportunité d'avoir ce poste de chef de clinique dans un service où tu étais passé en stage, où ça s'était bien passé, qui fait que tu te lances dans cette voie. Oui, alors je pense qu'il y a aussi une part de conditionnement parce qu'en fait, moi, j'ai jamais connu que le CHU. Je suis vraiment une créature de CHU, donc pour moi, la médecine n'existait pas en dehors du CHU. Enfin, j'avais jamais mis les pieds dans un hôpital plus petit, donc pour moi, la médecine, ça se faisait que comme ça. Donc, je me suis même pas posé la question. Après, sur le volet plus de la recherche, je savais que c'était pas quelque chose enfin, je me voyais pas me lancer là-dedans, faire une thèse de sciences et tout ça. C'est sûr que, alors à l'époque, il n'y avait pas besoin de faire une thèse de sciences pour être chef de clinique, ni de faire un truc en particulier. Donc, j'aimais beaucoup le côté enseignement, enseigner aux étudiants à la fac ou même ou en stage, quoi, aux internes, aux externes et tout ça. Ça, je trouvais ça super. Donc, ce volet-là, on va dire du clinical, me plaisait beaucoup. Le volet recherche, j'étais pas formée, j'avais pas trop l'intention de le faire. Et puis voilà, je me suis juste dit que par contre, ce que j'aime dans le CHU, c'est l'émulation intellectuelle, les staffs, le fait qu'on est toujours obligé d'actualiser nos connaissances, le fait qu'on soit toujours, quand il y a des internes et des externes, il faut rester au niveau aussi. Et donc on s'endort jamais. Et puis on est quand même au contact de gens qui sont quand même dans la majorité des cas brillants, très pointus dans leur domaine. Et ça, c'est quand même, je trouve que c'est quand même une richesse, quoi. Donc le côté stimulation intellectuelle, c'est ça qui me plaît au CHU, quoi. Mais après, voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est pas mal de voir aussi un petit peu que il peut y avoir des petits, des hôpitaux plus petits, un peu moins prestigieux, mais voilà, où les gens se la pètent pas. Et en fait, ils font de la très bonne médecine aussi. Et ça, j'ai mis du temps à le découvrir, quoi, parce que j'étais complètement conditionnée.
Et quand tu fais cette découverte des urgences et que tu te rends compte que ça te plaît, que tu es à ta place, Ouais. est-ce que le fait que ça soit compatible avec ta vie à côté, tes multiples passions, tu l'appréhendes tout de suite ou pas? Comment ça se passe? Euh, je sais pas trop parce que là, je comprends quand même que l'internat, c'est pas la vie future, quoi. Que l'internat, ça reste un moment où on doit se former et donc où on travaille quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand même, en interrogeant un peu mes chefs, je me rends compte que bah ils travaillent pas 5 jours sur 7, qu'ils ont quand même une vie à l'extérieur. Et je me dis, ouais, ça va être pas mal parce que je vais pouvoir bosser 2, 3 jours par semaine et faire ma vie et faire ma vie à côté. Et de toute façon, pendant l'internat, je continue mes activités en musique plus que jamais. J'enregistre un album, j'accompagne des artistes. Voilà, je fais des chœurs pour des artistes, mais sur des grosses scènes. Même, je me souviens que j'ai accompagné le chanteur Sébastien Tellier à l'Eurovision en Serbie, sachant que c'était ma 2e semaine de stage au SAMU. Et je leur ai dit, bah écoutez, il faut que je parte une semaine en Serbie. Est-ce que c'est possible? Et donc j'ai fait ça pendant l'internat. Vraiment, je fais plein de concerts, je participe à plein de projets et je dors pas beaucoup, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, il y a toute cette partie de ma vie aussi qui avance, quoi. Je me fais plein d'expériences et c'est clair que je me dis, il va falloir que je trouve un moyen de faire les deux. Et puis ça se dessine petit à petit. Mais bon, il y a quand même un moment pendant l'internat où quand on est en stage de réanimation, qu'on doit en plus faire sa thèse, préparer le desk de médecine d'urgence et tout, où c'est parfois un peu compliqué. Mais ça m'est arrivé de faire 24 heures de garde, de sortir et puis d'aller en studio toute la journée pour écrire pour quelqu'un ou pour enregistrer, etc. Donc je sais pas, en fait ça s'est fait naturellement parce que voilà, j'avançais dans ma vie professionnelle et ma vie professionnelle c'était à la fois la musique et la médecine. Je me posais pas forcément 1 milliard de questions sur la suite. Je me disais que on verrait bien, quoi. Mais par contre, je savais que l'opportunité d'être chef de clinique à Bichat dans ce service que j'avais tant aimé, ça, je me suis pas posé la question de me dire est-ce que ça sera possible ou pas. Je voulais, j'avais ça en ligne de mire en me disant quand je finis mon internat, je retourne là-bas et j'étais hyper impatiente d'y retourner. Et puis pour la musique, voilà, c'est un milieu quand même assez difficile. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus calmes, mais tout se déroulait comme ça au fil des opportunités. Et puis après, bah voilà, ça s'est construit petit à petit, quoi. Donc, tu as construit en parallèle ta carrière professionnelle et ton internat et tu as participé à des projets dans le monde de la musique, des Ouais. projets qui te faisaient vibrer. Et est-ce qu'il y a eu des choix à faire entre les deux? Et est-ce qu'il y a eu de la frustration à cause de ces choix? Euh, ouais, c'est pas enfin, oui, c'est jamais facile. Bah forcément, il y a des moments où je me suis dit, ce serait bien de pouvoir faire de la musique toute la journée. Évidemment, je pense que dès qu'on a une activité artistique, on aurait envie, c'est comme pour l'écriture, quoi. On se dit, on aimerait bien s'isoler à la campagne dans une maison pendant 6 mois, un an, avec rien d'autre à penser que de penser à son art. Donc oui, forcément, je me disais souvent si j'avais plus de temps, j'avancerais plus en musique. Ça c'est clair. Mais je savais aussi que c'était enfin pour m'y être frotté, voilà, de façon, voilà, je suis vraiment rentrée dedans et j'ai vu aussi que c'était extrêmement difficile et j'avais quand même cette présence d'esprit de me dire c'est pas mal quand même d'avoir un métier à côté plutôt que de compter sur la musique parce que je voyais un peu tous mes copains musiciens galérer, être quand même dans une certaine précarité, il y a beaucoup d'incertitudes, on fait beaucoup de promesses qui sont pas tenues et globalement c'est pas à part si on a beaucoup de chance, hein, mais on vit pas forcément très très bien hein, de la musique. Donc non, je me disais aussi que c'était une chance d'être médecin, déjà parce que j'adorais ça, mais aussi parce que ça me donnait une stabilité financière qui me permettait en musique de ne faire que des choses que j'aimais, qui me plaisaient. Mais par contre, voilà, le corollaire et le côté un peu négatif, c'est que j'avais pas forcément énormément de temps à consacrer à la musique, en tout cas moins que ce que j'aurais aimé. Mais voilà, c'est une sorte d'équilibre à trouver. C'est pas toujours facile. Donc oui, il y a de la frustration. Et après,
sur le versant de la médecine. Justement, je trouve que le fait d'être aux urgences, c'était un endroit où on me jugeait pas. Alors que si j'avais été interniste ou chirurgienne, par exemple, je pense que ça aurait été plus difficile de pouvoir dire, écoutez, moi, j'ai pas envie de faire 100 heures par semaine parce que j'ai un concert, parce que je fais ceci, parce que j'ai une tournée ou que sais-je. Donc, mais les urgences, c'était un endroit où voilà, on était autorisé à être des personnes dans toutes, enfin des êtres un peu avec plein de dimensions, avec une vie à l'extérieur. Il y avait plein de gens qui ont, aux urgences, il y a des gens qui travaillent à mi-temps ou même à 25% et qui à côté font plein d'autres choses, qui font du rapatriement sanitaire, qui font, je sais pas, du SAMU, de la médecine générale, des remplacements, qui partent à l'étranger travailler, etc. Donc c'était un univers qui était vachement plus bienveillant pour les profils comme le mien. Si on reprend le fil de ton parcours, tu as ce poste de chef de clinique, ensuite tu prends un poste de PH. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, du coup, après le clinica, je reste à Bichat. Et puis, voilà, j'ai un poste de PHC le temps que je passe le concours de PH. Et puis après, oui, oui, je reste PH à Bichat parce que c'est vraiment un service où je me sens vraiment chez moi, quoi. C'était comme une famille. On était unis un peu dans la galère, mais c'était vraiment un endroit où je me sentais extrêmement bien. J'étais très, très, très attachée à ce service, attachée à mes collègues, attachée au chef, euh, au chef de service. Vraiment, c'était comme une deuxième famille, quoi. Donc, la question se posait pas. Je me suis dit, je vais être PH à la PHP jusqu'à ce que je comprenne que euh, ben, qu'en fait à la PHP on gagne pas très très bien sa vie et qu'il y a d'autres endroits en fait où on peut faire à peu près la même chose et gagner bien mieux sa vie. Et quand on vit dans une ville comme Paris, malheureusement, c'est des choses qui ont leur importance. Voilà, Tu as quitté la PHP pour des raisons financières. clairement oui. Pas pour d'autres raisons. Si je suis totalement honnête, en fait, un de mes collègues de Bichat a pris un poste de chef de service dans l'hôpital où je travaille actuellement. Et donc, il s'y est installé. Et c'est un hôpital privé à but non lucratif. Donc, pour les patients, ça change rien. C'est-à-dire que ils viennent, ils peuvent même pas avoir de prise en charge sociale. Enfin, je veux dire, ça reste l'équivalent du public. Mais par contre, la gestion de l'hôpital est privée. Et donc, il s'installe dans cette chefferie de service. Et puis, il savait que, alors moi, du coup, je commençais à goûter un petit peu à l'intérim, etc. Donc, je voyais bien que sur le plan de la rémunération, il y avait quelque chose qui n'allait pas. En tout cas, il y avait vraiment d'énormes disparités entre ce qu'on me proposait à la PHP, avec quand même des évolutions de salaire qui sont assez minables au fur et à mesure du temps, quoi. Je veux dire, tous les 2, 3, 4 ans, on gagne quelques dizaines, quelques centaines d'euros en plus. Enfin, c'est vraiment pas fou. Et ce qu'on pouvait gagner, soit en faisant de l'intérim, soit en étant dans le privé, tout ça. Donc, du coup, il s'installe et puis il voit que moi je suis un petit peu dans un questionnement de me dire est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je reste à Bichat et puis je fais des gardes d'intérim à côté. Donc à un moment du coup il m'appelle et il me dit écoute viens voir, je te fais une simulation de salaire, je te montre un petit peu le service et puis tu vas voir regarde si tu t'y retrouves. Et en fait pour être totalement transparente, je suis passée du simple au double en fait de salaire. Donc je veux dire c'est imparable, c'est très très difficile de résister à ça. Donc ça a été un déchirement. J'avais pas du tout envie de quitter Bichat parce que clairement mon cœur est resté là-bas. Mais forcément, c'est des choses auxquelles on doit penser. En 2012, mon fils naît. Je vis toujours à Paris, qui est quand même une ville extrêmement chère. J'ai envie de lui donner le meilleur, j'ai envie de voyager, d'être bien logé, enfin des choses qui rien que la question du logement à Paris, elle est tellement épineuse, même quand on est médecin, c'est pas facile. Donc du coup, je me dis bah il y a un choix à faire quoi. Et donc je quitte Bichat pour aller dans cet hôpital qui est un bon hôpital hein. Par contre, je dis pas que j'y ai pas trouvé mon compte. C'est un hôpital qui est beaucoup plus raisonnable en termes de en termes de taille. On connaît un peu tout le monde, le plateau technique est bon, les rapports avec les spécialistes sont bons, donc je découvre
découvre aussi ce que c'est qu'un hôpital et pas un hôpital à taille humaine, pas une énorme machine quoi. Donc ça c'est quand même pas mal. Et puis bah voilà, ça je peux pas dire le contraire, hein. C'était vraiment un choix financier avant tout. Moi, il y a une question que je me pose quand je t'écoute, c'est que, il y a tous ces projets à côté qui sont, indispensables à ta vie. Mmh. Et pourquoi tu restes à temps plein? Ah ça, c'est une bonne question. Bah, en fait, j'ai jamais eu l'impression que le fait d'être à temps plein m'empêchait de faire ma vie. Parce que temps plein aux urgences, en fait, c'était 39 heures par semaine avec des heures sup, etc. Alors à la PHP, pas tout à fait, hein. Je pense que le temps de travail était pas tout à fait calculé comme ça. Mais comme j'essaie de regrouper au maximum mes heures, du coup, je faisais pas mal de gardes de 24 heures et tout. Donc, je bossais 2, 3 jours dans la semaine. C'est toujours ce que je fais maintenant, hein. Je bossais 2, 3 jours dans la semaine. Et puis le reste du temps, je faisais ma vie. Et du coup, le fait d'être temps plein me permettait quand même d'avoir un salaire très confortable. Et c'est ça qui me permettait du coup d'avoir une qualité de vie et puis de faire le reste de mes activités. Donc même en étant temps plein, bah, j'ai pu faire l'école. Bah, ça, on n'en a pas parlé, mais moi j'ai fait l'école à la maison à mon fils depuis toujours. Donc là, ça va s'arrêter parce qu'il va rentrer au collège. Donc on s'était dit jusqu'à la fin de la primaire. Donc je lui ai fait l'école à la maison, on a fait beaucoup de voyages, j'ai continué à faire de la musique, un peu moins quand j'ai eu mon fils parce que je me suis vraiment consacrée à son éducation. J'étais vraiment passionnée par ça, par le fait de lui faire découvrir le monde, m'occuper vraiment de voilà lui faire l'école, faire plein de choses avec lui. Et puis c'est vraiment plutôt récemment quand même que j'ai repris la musique et puis des projets d'écriture, etc. Là, je pense que la question va pas tarder à se poser de justement est-ce que je reste à temps plein, est-ce que je ralentis un petit peu parce que les projets que j'ai actuellement vont sûrement être chronophages et puis me demander quand même voilà de faire certains choix. Mais jusqu'ici voilà, je me suis partagée entre mes passions, la médecine, l'éducation de mon fils et l'école à la maison, et j'ai pas ressenti le besoin de ralentir mon activité aux urgences. Alors, je vais essayer de reprendre parce que, j'ai eu un petit souci technique et je t'ai pas, entendu. Rester à temps plein, c'était un choix. Il y avait le côté financier quand tu étais à la PHP et puis, ensuite, en fait, avec l'organisation, sous forme de garde, tu pas ressenti le besoin de libérer plus de temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, je bossais en moyenne 2, 3 jours par semaine, ce qui est toujours le cas actuellement. Et du coup, bon, après, je pense que ce qu'il faut quand même dire, parce que pour nuancer un peu les choses, c'est que je pense que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Parce que quand je dis 2, 3 jours, ça peut être des gardes. Donc, je vais sortir de garde et jusqu'à il y a très peu de temps, voilà, si j'avais dormi 2, 3 heures pendant la garde, je prenais une petite douche et puis un café et je pouvais faire ma journée. Disons que mon repos de garde, c'était une vraie journée off où je pouvais faire ma vie quoi. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens et même moi hein, maintenant avec l'âge, du coup j'ai quand même un peu plus de mal à être fraîche quoi en lendemain de garde. Et je sais qu'il y a des collègues qui vont rentrer et puis dormir toute la journée. Auquel cas, bah là c'est quand même moins intéressant parce que du coup c'est des journées qui sont perdues. Même si on travaille pas, on fait pas grand chose d'autre. Mais moi, le fait que j'ai pas besoin de dormir énormément fait que je peux vraiment profiter de tout ce temps libre. Et voilà, j'ai pas ressenti le besoin de réduire mon activité. Et puis, bah, il y a aussi le confort financier qu'apporte un temps plein dans un hôpital où on paye correctement les médecins, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, si tu rencontres, quelqu'un que tu dois te présenter, qu'on te demande, ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ta réponse? Alors, c'est drôle parce que je pense que je commence toujours par dire que je suis médecin urgentiste, alors que j'ai pas l'impression que ce soit forcément la chose la plus importante dans ma vie, même si ça reste une part très importante de qui je suis, et de ce que je fais. Aujourd'hui, ça prend pas toute la place. Donc, du coup, je dis ça, et puis je dis aussi que je suis artiste parce que bah, il y a la musique qui prend énormément de place aussi. Je suis chanteuse, je viens d'être castée dans un gros projet qui s'appelle Les Soignantes. On est 3 soignantes chanteuses avec une autre
une autre chanteuse qui est chirurgienne aussi et une autre qui est podologue. Et donc, on a été castés pour faire un groupe et enregistrer un album et on espère faire un film, une tournée, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de place. Et de toute façon, j'avais mon activité de musicienne, de chanteuse. J'écris aussi de la musique, etc. depuis toujours. Donc ça, j'en parle parce que c'est une passion énorme. Et puis voilà. Et puis l'écriture aussi. Je dis que j'écris, même si il y a des choses que je fais vraiment et puis des choses dont je rêve encore. J'écris parce que je tiens une petite chronique sur Instagram où je parle en majorité de l'hôpital et on va dire de la décrépitude du système de santé et de ce dont je suis témoin au quotidien. Et je rêve d'écrire un roman. J'ai eu des propositions d'édition suite justement à ce qui s'est passé sur Instagram. Donc voilà, je dirais que je suis tout ça et puis aussi que je suis maman parce que j'ai un fils qui a bientôt 11 ans à qui j'ai fait l'école à la maison depuis toujours et ça aussi c'est quelque chose qui est très très important pour moi et ça a été aussi une vie un petit peu atypique, quelque chose qu'il a fallu inventer avec beaucoup de joie et puis voilà, c'est un peu de fatigue aussi, mais ça aussi c'est un truc qui fait partie intégrante de moi, la maternité et le fait d'avoir fait l'école à la maison aussi, c'est quand même un choix qui nous a un peu décalé du monde et ça a été une expérience très très intense. Dans ton discours, j'entends que la médecine nourrit tes activités créatives, tes projets d'artiste. Et est-ce que tes projets d'artiste ou ta maternité, ça nourrit ta façon d'exercer la médecine? Je crois que oui, parce que je pense que clairement le fait d'avoir une vie à l'extérieur m'a permis de tenir le coup et me permet encore aujourd'hui d'avoir du recul sur ce qui se passe aux urgences, ce dont on est témoin, parce qu'on voit tous un peu l'effondrement du système de soins, on voit tous qu'on fait une médecine qui devient de plus en plus inhumaine, qu'on est maltraité par le système, à la fois les patients et les soignants. Et je pense que si j'avais pas tout ça à l'extérieur et que j'avais que la médecine, ce serait extrêmement difficile de tenir. Je pense que je serais en burn-out et que je serais très malheureuse et que je me dirais que j'exerce un beau métier mais dans des conditions déplorables et ce serait hyper dur. Donc oui, clairement le fait d'avoir d'autres choses à côté, ça m'équilibre et ça me permet si je dois m'exprimer un peu plus prosaïquement, de pas péter un plomb. Parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi aujourd'hui avoir envie de lâcher la rampe et de quitter le navire. Donc ça, c'est une première chose. Le fait d'être maman, forcément, je pense que ça donne une certaine, oui, un regard un peu différent sur les choses, une empathie. Forcément, quand on est parent, il y a des choses qu'on va percevoir différemment. Il y a des situations auxquelles on sera, je pense, plus sensible. Donc et puis le fait d'être maman aussi fait que je me dois aussi quand même de rester debout pour mon fils et de pas non plus me brûler les ailes au travail. Donc il faut que j'arrive à me préserver quand même et de pas tout donner dans mon activité pour pouvoir être là pour mon fils quand je sors de garde, quand je sors de l'hôpital. Il s'agit pas d'être une loque humaine qui rentre, qui se couche toute la journée ou enfin voilà, disons qu'il y a quand même une obligation ouais de rester debout quoi et de trouver un équilibre pour pouvoir être juste présente pour sa famille, pour ses proches et puis présente à soi-même aussi. Ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas, mais moi ça me semble fondamental et en tout cas c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais transigé quoi. C'est-à-dire jamais je me suis dit l'hôpital va tout me prendre et je lui donnerai tout. C'est pas possible. Donc voilà. Du coup, je crois que j'ai même oublié quelle était ta question initiale. En général, c'est plutôt bon signe, voilà. Je trouve, c'est que tu avais des choses à raconter. Alors, tu vois, moi, j'ai des préjugés sur les médecins urgentistes, il faut bien le dire. Et pour moi, un médecin urgentiste, c'est quelqu'un d'aigri
et qui soit va à peu près bien parce qu'il fait 12 milliards d'autres choses à côté, soit il va à peu près bien parce qu'il se défoule sur tous ses collègues et ses patients et c'est une horrible personne. Alors évidemment, je grossis un peu le trait, mais est-ce que toi, tu rentres dans une de ces catégories ou vraiment est-ce que j'ai un gros préjugé et être médecin urgentiste, c'est pas être aigri? Non, je pense, enfin, non, moi, je me reconnais pas du tout dans cette définition. Ce que je trouve beau avec la médecine d'urgence, c'est que c'est vraiment une spécialité très jeune. Et du coup, on sait que le desk existe depuis peu, et maintenant le DES de médecine d'urgence est encore plus récent. Et pour moi, c'est une spécialité où il y a tout à faire. Donc, par exemple, en termes de recherche universitaire, il y a il y a un vivier de patients énorme vu le flux de patients qui passent tous les jours aux urgences. Il y a plein de sujets qui n'ont pas été étudiés, donc il y a possibilité vraiment de faire de la recherche. Moi, j'ai fait j'ai fait des travaux par exemple sur les myocardites avec certains internes et tout ça. Donc du côté de la stimulation intellectuelle, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a vraiment plein de choses à faire. Moi, je reste, même si je trouve que les conditions de travail sont difficiles, je reste passionnée par mon métier. J'ai toujours l'impression d'être ultra utile. J'aime bien ce côté voilà, il faut prendre plein de décisions dans un temps record avec moins d'informations, moins de temps et dans un contexte qui est clairement hostile. Donc après, je comprends que ça puisse ne pas plaire à certains médecins, mais moi en tout cas, c'est quelque chose qui me galvanise, même si parfois je suis fatiguée et tout ça. Sur le côté aigri, je n'ai pas l'impression que les médecins urgentistes soient plus aigris que l'ensemble de la profession médicale. J'ai l'impression que c'est un peu un sport national, on va dire, dans la communauté médicale, d'être tout le temps en train de se plaindre. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre aux internes, qui est, voilà, c'est pas pourquoi se plaindre tout le temps. On a quand même si c'est difficile, on a la chance d'avoir un métier passionnant, utile, qui est quand même bien payé par rapport à l'ensemble des professions, même si on peut discuter tous ces points-là un par un et dire qu'il y a des choses à changer. Ça n'empêche pas, mais on peut garder de l'espoir et puis la volonté de changer les choses sans être perpétuellement en train de dire que c'est horrible. Moi, en tout cas, c'est pas mon état d'esprit, mais ça correspond plus à qui je suis en tant que personne aussi. Donc, aigri, oui et non. C'est sûr qu'on est au centre de tous les dysfonctionnements, donc on a une vision globale qui est un peu déprimante du système de soins et de la société d'une façon générale, certes, mais ça peut nous donner aussi une certaine colère, une certaine rage et aussi une certaine clairvoyance sur les problèmes que rencontrent les patients, le système de santé et comme je disais, la société d'une façon un peu plus globale. Et ça peut nous donner aussi une certaine expertise sur les choses et une sagesse aussi qu'on peut réutiliser pour améliorer tout ça. Donc voilà. Et après, oui, c'est sûr que c'est un métier qui est physiquement drainant parce qu'il y a les gardes. Moi, je sais que j'aime bien le travail de nuit. Il y a un côté un peu romanesque au fait de travailler en décalage, de rentrer chez soi quand les gens partent au travail. C'est quelque chose qui me plaît aussi, cette espèce de décalage. Je l'aime bien. Donc oui, les urgentistes souvent font des choses à côté, mais justement, je trouve que c'est pas quelque chose. C'est plutôt une source d'équilibre que quelque chose qui rend aigri. Je trouve effectivement, il y a beaucoup d'urgentistes que je connais qui font du sport, des voyages, qui exercent la médecine dans des conditions différentes de celles de la médecine d'urgence. Donc, au contraire, je les trouve pas forcément moins épanouis que les autres spécialistes. C'est pas, je sais pas, non, c'est c'est une drôle de manière de voir les urgentistes, quoi. C'est comme partout, quoi. C'est aussi très très dépendant de la personnalité de chacun. Ouais, finalement, ce que tu m'expliques, c'est que ce qui rend aigri, c'est plus le contexte dans lequel les médecins travaillent et pas que les urgentistes, et que finalement, les urgences, ça peut être quelque chose d'extrêmement épanouissant. Ouais. Et que c'est pas... Si on a l'impression que les urgentistes font tous quelque chose à côté, c'est peut-être juste parce que on le voit avec l'organisation des gardes qui fait que ça laisse peut-être des grandes plages de temps à côté pour faire des choses. Et du coup, ça se voit plus que quelqu'un qui caserait une mini séance de sport juste le matin avant d'aller faire sa journée sur des horaires plus classiques.
Bah oui, exactement. Moi, après, ça a été un facteur déterminant de choix, hein, de mon choix de mon choix de carrière. Hein. C'était que moi, j'avais envie d'avoir du temps en semaine, j'avais envie d'avoir du temps pour moi, pour mes autres passions, la musique, l'école à la maison pour mon fils, l'écriture, la glande, tout simplement, la lecture, plein de choses. Donc, du coup, les voyages aussi. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. On peut partir hors saison, on peut partir quand on veut. Et puis c'est vraiment la médecine d'urgence, c'est on-off, c'est-à-dire que quand on y est à fond. Mais une fois que on raccroche la blouse et le stéto, on peut penser carrément à autre chose. En fait, on n'a pas cette pression de se dire que deviennent mes patients, on n'a pas d'administratif à gérer, etc. Donc il y a quand même des points qui sont très très positifs, qui peuvent correspondre à des envies, quoi. Moi, je sais que étant une personne, disons, avec des centres d'intérêt multiples, il était évident que je pouvais pas avoir une spécialité qui m'aurait pris du lundi au vendredi avec des astreintes de week-end. Tout ça, c'était pas possible pour moi. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Non, j'ai aucun regret. Je suis même quelque part, je me dis que j'ai une bonne étoile parce que j'ai fait des choix étant très jeune, en n'ayant même pas toutes les cartes en main pour décider. Et finalement, ces choix se sont avérés ceux qui étaient le plus épanouissants pour moi et ceux qui correspondaient le plus à mes aspirations profondes et à ma personnalité. Et finalement, ils étaient presque inconscients, quoi. J'ai l'impression d'avoir limite été une aveugle qui tâtonnait comme ça, par exemple au moment du déjà rien que le fait d'avoir fait médecine, à la base j'ai fait médecine pas du tout pour ça, je voulais être pédopsychiatre, finalement j'ai pas fait psychiatre, puis après j'ai dit je vais faire de la médecine interne ou de la réanimation et puis j'ai pas fait ça non plus. Je suis arrivée aux urgences complètement par hasard, ça s'est décidé pendant l'internat parce que j'ai eu vraiment une sorte de révélation pendant mes semestres aux urgences. Voilà. Et du coup, non, tout s'est dessiné, on va dire, tout s'est ouvert petit à petit. Donc non, j'ai aucun regret de carrière, mais j'ai encore plein de rêves qui sont pas spécialement médicaux et que j'espère mener à bien, notamment écrire un livre. Ça c'est vraiment le rêve le plus profond que j'ai. Donc ça n'a pas grand chose à voir avec la médecine. Voilà. Mais sinon sur le plan de la carrière, j'en ai pas. Je réfléchis quand même juste, je suis un petit peu un tournant parce que j'ai 42 ans. Je me suis jamais arrêtée à part quand j'ai eu mon fils, donc j'ai eu un congé maternité classique, un tout petit peu étendu mais pas trop. Donc je fais des urgences à temps plein depuis 2009 avec un nombre de gardes quand même soutenu. J'ai jamais relâché la pression, jamais relâché le rythme, tout ça. Donc là, je suis plutôt en phase de réflexion parce que ma vie, que ce soit ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie artistique et créative, tout est en train de changer, tout a changé déjà. Donc je suis un peu à la croisée des chemins. Donc je réfléchis plus à la deuxième partie de ma vie et de ma carrière, à me dire comment je vais organiser les choses, comment je vais préserver ma santé, quoi, comme si je courais un marathon et que voilà, il faut pas s'épuiser totalement. Donc notamment sur le plan, il y a quand même la question des gardes qui devient un peu épineuse, quoi, quand on prend un peu de l'âge. Donc c'est tout. Mais j'ai pas de, non, je suis très très contente de là où je suis aujourd'hui. Je me sens parfaitement alignée avec mes envies et qui je suis. Mais tout reste ouvert pour la suite. Il y a plein de choses que j'aimerais faire. Je me dis que j'aimerais bien tester quand même la médecine de ville un jour, justement suivre les patients, avoir une relation un peu plus profonde avec les gens. Ça me plairait bien. Mais du coup, c'est pas un regret, c'est plus une envie que je peux réaliser finalement. Voilà. Eh ben écoute, peut-être qu'un jour tu repasseras à ce micro pour nous raconter l'évolution de ta carrière. On verra. Bah ouais, peut-être. On espère. Je vais te poser la dernière question, qui est la question rituelle de fin de ce podcast. Oui. Quelle est ta tenue de travail ? Ma tenue de travail, écoute, je respecte pas trop ce qu'il faudrait parce qu'en général, je suis en civil. En plus, j'aime bien j'aime bien m'habiller. Donc du coup, je change de fringues tout le temps. J'ai une collection de baskets, tout ça. Et après, un stéto, une blouse et c'est tout. Il y a rien de particulier. Voilà, j'ai pas de tenue fétiche. Je mets pas le pyjama qu'il faudrait mettre. Je suis un peu un médecin iconoclaste, on va dire. Mais ça, je pense que tu l'as compris au bout d'une heure d'enregistrement. Voilà.
Je te remercie, Abigail, d'avoir Merci raconté ta vie. Merci à toi, merci pour l'invitation. Merci. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.